Bienvenue dans ce 99e numéro de Terres et Vignes, une émission réalisée en collaboration avec la Chambre d'agriculture. Aujourd'hui, focus sur le machinisme et les hommes. Avec nos invités, nous verrons les coûts de ces équipements, leur importance dans les comptes d'exploitation ou encore leur intérêt dans la protection de l'environnement. Bien sûr, d'autres reportages vous invitent à prendre vos bottes et découvrir les coulisses du monde agricole. Le détail grâce au sommaire. Aujourd'hui, Terres et Vignes s'intéresse au machinisme agricole. Quel est son coût? Comment les agriculteurs réalisent de tels investissements? Et quelle est l'évolution de ces machines-outils sur roues? Après le retour sur l'actu, nous découvrirons les différentes méthodes de la culture de l'endive. Et en fin d'émission, une autre découverte, le rôle des bouteilles dans l'élaboration du champagne et leur manipulation en cadence rapide. Aujourd'hui, Terres et Vignes met en avant le lien entre les machines, les hommes et la terre. Avec nous pour en parler sur ce plateau, tout d'abord, Aude Meunier. Bonsoir. Vous êtes animatrice de la Fédération des CUMA de l'Aube. On peut préciser tout d'abord ce que sont les CUMA? Oui, les CUMA sont des coopératives d'utilisation de matériel agricole, c'est-à-dire que ce sont des exploitants qui se regroupent pour l'achat de matériel sous un statut coopératif. Alors quand on parle matériel, on pense tout de suite au tracteur, c'est évidemment un peu l'image d'Épinal, mais ça va au-delà, on le sait. Est-ce que l'on peut dresser un panel des outils et des machines les plus répandus dans l'Aube? Oui, le panel est large, de l'implantation de la culture à la récolte, ça va du déchaumeur au Brabant, au semoir, au distributeur à engrais. Ensuite, vous avez également tout ce qui est pulvérisateur, la récolte, donc les moissonneuses. Et puis après, tout ce qui est transport, les plateaux, les bennes, voilà. Le panel est très large. Et parfois, ce matériel est impressionnant. Et finalement, quel est son coût? On parle du tracteur et des autres matériels. On peut aller de combien à combien? Eh bien, par exemple, pour une benne, on peut partir entre 20 et 30 000 euros. Une moissonneuse, vous allez être plutôt aux alentours de 200 000 euros. Un tracteur entre 80 et 100 000 euros. Voilà, c'est pareil. C'est une fourchette, mais les matériels, en effet, sont très, très coûteux. À vos côtés, Cédric Massin, merci d'être là. Vous êtes vigneron à Champagne, Rémy Massin à Ville-sur-Ars. Et là aussi, pour le matériel viticole, c'est un matériel très différent. On a vu quelques images à l'instant. Quel est l'ordre d'idée du coût du matériel? Alors nous, un enjambeur se situe entre 120 et 140 000 euros nu, c'est-à-dire que dessus il n'y a aucun matériel. Et après, il faut rajouter la rogneuse, la pulvérisation. Les outils. Les outils, oui, les différents outils. Vous avez donné tous les deux des ordres de prix, mais Aude Meunier, je voudrais savoir, le machinisme, c'est du coup en pourcentage quelque chose d'important dans une exploitation, en pourcentage? Oui, sur une exploitation, sur les charges totales, la mécanisation représente entre 25 et 40% de la charge. Ah oui, quand même. Oui. Et Cédric Massin, on le voit, c'est une charge importante. Est-ce que le renouvellement est important? Et avant ça, peut-être une petite question. Pour la voiture, on compte souvent un nombre de kilomètres, et je crois que pour le matériel agricole, c'est différent. Oui, que ce soit en enjambeur ou en tracteur, on parle en heures. Après, le renouvellement, c'est une fois tous les 10 ans, en moyenne, pour 1 million. Parler en heures, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand on met le moteur en route, il y aura pas les kilomètres ne changent pas, c'est un horamètre, donc le compteur est fait en heures, en fait, ça tourne. En tout cas, on voit le coût de ces matériels est assez important. Comment, du coup, un agriculteur peut faire pour les acquérir? Alors, pour acquérir ces machines roulantes, ces outils industriels mais roulants, eh bien, les agriculteurs ont de multiples possibilités et certaines de ces possibilités sont propres au monde agricole et je propose de les découvrir grâce au reportage suivant. Lorsqu'un agriculteur a besoin de matériel, première idée, se rendre chez une concession comme ici à Ongeon. Il peut alors acheter, louer un outil selon la saison ou même choisir le crédit bail, plus connu sous le nom de leasing. Autre formule qui se développe, la copropriété. Si acheter une voiture à 2 ou plus paraît difficile, pour le matériel agricole, cela peut s'avérer payant. Des fois sur une moissonneuse batteuse, ça permet d'avoir une machine un peu plus grosse. Aujourd'hui, de plus en plus, les jeunes se retrouvent tout seuls sur les fermes. Les femmes travaillent à l'extérieur, donc elles ne sont pas forcément là non plus pour vous donner un petit coup de main. Donc ça permet entre plusieurs agriculteurs, pendant qu'il y en a un qui fauche, l'autre il peut transporter le grain au silo ou à la ferme. Et pendant ce temps-là, la machine tourne à gros débit. Ça permet de diminuer le coût à l'hectare.
Autre forme de partage, la coopérative d'utilisation de matériel agricole, autrement dit CUMA. À Villemoyenne, ce matériel peut être utilisé par Mathieu, mais aussi par des adhérents situés par exemple à Chaours ou Lusigny. Vous avez une utilisation du matériel qui a été faite, qui a été réalisée au cours de l'année, et après la CUMA facture à l'agriculteur individuellement selon l'utilisation qu'il en a eue. Alors l'avantage de la CUMA, c'est que vous pouvez acquérir un matériel, avoir une très petite surface et être avec un agriculteur qui a une surface qui peut être 10 fois ou 20 fois plus grande. Plus le matériel va être utilisé, moins vous allez payer cher. Donc c'est le but du jeu en fait. Vous tapez une réparation à 10 000 € sur un matériel, si vous êtes 20 à la payer, ça va, mais si vous êtes tout seul, vous vous en souvenez quoi. Éric Launois est entrepreneur de service à Lusigny-sur-Barse. Grâce à son matériel, il propose des prestations agricoles sur mesure, prestations totales, du labour à la récolte, récolte avec ses moissonneuses-batteuses ou application de traitements phytosanitaires. Quelqu'un qui a 10 hectares de betteraves ne peut pas acheter une machine qui vaut 300, 400, 500 000 €. Il fait appel à un entrepreneur qui vient y arracher ses 10 hectares de betteraves. Nos clients, ce sont ces gens-là. Nous avons aussi en clientèle des gens qui peuvent être avocats à Paris, qui peuvent avoir d'autres professions, qui héritent d'une exploitation, d'agriculteurs qui ont 55, 56, 57 ans, qui veulent plus s'embêter à aller passer des examens, faire des formations au niveau des épandages phytosanitaires. Aujourd'hui, c'est quand même très contraignant, c'est très réglementé. Même nous faisons un audit tous les 18 mois sur l'entreprise pour pouvoir effectuer ces travaux. Et ces gens-là nous demandent de leur effectuer, par exemple, que l'épandage de produits phytosanitaires. Ici, du matériel dernier cri est utilisé. En raison des normes environnementales, l'évolution des coûts matériels dépasse l'inflation. Les changements climatiques nécessitent aussi, selon Eric, un matériel ultra performant. À chaque fois qu'une nouvelle norme pollution sort au niveau matériel agricole, ça nous coûte environ 15 000 € de plus. On en est à la 3e. Donc imaginez que ce soit une moissonneuse, un automoteur comme ça, on est pratiquement à 40 000 € de plus en 10 ans. Les conséquences, c'est que le matériel est de plus en plus cher. Et si vous prenez une activité comme l'arrachage de betteraves, par exemple, 80% des betteraves sont faites par prestation de service des entrepreneurs. Récolter du blé aujourd'hui, c'est entre 5 et 6 jours, alors que c'était un mois il y a 20 ans. La qualité est de plus en plus pointue. On a des climats qui ont changé. Il y a 20-30 ans, il pleuvait moins, les étés étaient différents. On a moins de temps de récolte. Achat, partage, prestations, les agriculteurs jonglent donc parmi ces formules en fonction des normes, cours du marché, du temps et de leur trésorerie. Aude Meunier, on vient de voir dans ce reportage qu'il y a des questions liées à la pollution, aux normes environnementales. Est-ce que ces machines agricoles jouent un véritable rôle en matière de mesures de protection environnementale ? Oui, les matériels, ils évoluent. Vous avez un tas de systèmes qui sont mis en place. La coupure de tronçons, par exemple, qui peut être couplée à des GPS. La pesée également. Vous avez le télégonflage sur les tracteurs. Toutes ces spécificités permettent de faire des économies au niveau carburant, du nombre de passages, de mieux localiser les traitements. Donc voilà, il y a des évolutions. Ce ne sont pas uniquement donc, des outils de production. Non, ils pas seulement. participent à la préservation de l'environnement pour l'instant. Oui. Et Cédric Massin, dans le monde viticole, est-ce qu'il y a aussi la même démarche et le même équipement ? On a quasiment les mêmes matériels, on utilise les mêmes DPAE qui nous permettent de gérer le volume de bouillie en fonction de la vitesse. Et on a aussi les coupures de tronçons pour faire 1, 2, 3, 4 jusqu'à 8 rangs. Vous dites en fonction de la vitesse, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que plus vous roulez vite, plus vous allez mettre de liquide par minute pour avoir la bonne dose d'hectare. Ça adapte le volume de bouillie à la vitesse. Donc c'est au plus juste. Au plus juste. Merci à nos invités pour ces informations. Vous restez en plateau afin de peut-être commenter les sujets de la prochaine rubrique, le retour sur l'actu. Christian, premier sujet d'actualité, nous sommes en lien avec la thématique de l'émission, puisqu'il s'agit de données informatiques, on est encore dans du matériel. Là, il y a une très grande importance dans le monde de l'agriculture. Et de plus en plus, puisque ça a été démontré lors de la 7e conférence du développement qui s'est déroulée le 28 janvier à Troyes. Elle avait pour thème Big Data en agriculture, collecte et exploitation de données numériques, opportunités ou menaces pour les entreprises agricoles et nos territoires. Dit comme ça, c'est un long sujet. Alors pour comprendre l'enjeu, je propose d'entendre un point de vue sur l'importance du croisement des millions de données collectées parfois. Voilà cette interview.
Vous avez des données bancaires, vous avez des données techniques, agronomiques, vous avez des données de flux, de production de matières premières agricoles, vous avez des données qui sont dans les chambres d'agriculture, etc. Et en fait, il n'y a pas d'échange de données aujourd'hui. Donc rien que le fait d'arriver à les croiser, par exemple de dire qu'on va croiser des données économiques et des données techniques au niveau d'une région, d'une exploitation, d'un bassin de production, etc., en fait vous arrivez à créer de la valeur finalement assez vite. On parle de présent pour l'agriculture de précision. Et pour le monde industriel, j'ai envie de dire que c'est en train d'arriver. Voilà, donc le métier des opérationnels dans le monde industriel est en train de changer et ils sont en train de mettre la data au cœur de leur activité, ce qui va profondément changer leur métier. Ils vont être capables de mieux piloter leur métier traditionnel. Cédric Massin, le big data, ça vous concerne en quelque sorte? Est-ce que la collecte d'informations agronomiques et économiques joue un rôle de plus en plus important dans votre activité? Oui, ça nous aide pour mieux avancer, oui. Et je crois que savoir que c'est aussi obligatoire d'une certaine manière d'avoir ces données pour avoir des assurances, des certifications, etc. Oui, on est obligé d'avoir une traçabilité pour être certifié, que ce soit viticulture durable, haute valeur environnementale. Oui. Donc il faut collecter, donner ces données. Donc il faut surtout tout tracer. Et montrer tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on va faire. Prévoir ce qu'on va faire et marquer ce qu'on a fait. Avec un autre exemple, parce que j'étais présent, moi, à cette conférence, il y avait une capacité, par exemple, sur une exploitation viticole, de faire des milliers de photos en quelques minutes, ce qui permettait de savoir s'il y avait des maladies sur... voilà, on parle vraiment de big data, il y a énormément d'images. Incroyable. C'est incroyable. Autre sujet à présent. La naissance de Terres et Vignes. Ah, ne soyez pas surpris. Ah si, je le suis là. Je ne parle pas de l'émission qui est déjà son 99e numéro, mais bien et bien du rassemblement du monde agricole autour de cette bannière. Alors je me suis demandé quel pouvait être le rôle de ce collectif alors qu'il existe les chambres d'agriculture. Voici la réponse. L'idée, c'est que la Chambre d'agriculture fait partie de Terres et Vignes au même titre que nos OPA comme le Crédit Agricole, Groupama, alors je vais me faire avoir parce que je ne vais pas tous les citer, Soufflet, Vivescia, la Safer, CER France. On est dans une structure collective. La communication, la formation, l'économique, l'événementiel. On a organisé la gouvernance d'une structure qui était informelle jusqu'à présent, Terres et Vignes. Je pense que face à certaines structures qui sont capables de faire des lobbies très très importants, on a nous aussi besoin dans nos filières de créer des structures de lobby et je pense que nous en serons, nous l'espérons, une très efficace et très performante. Dernière actu, Christian, on évoque la protection de l'environnement. On en parlait à l'instant, mais oui. Sachez que la maison de Champagne-Drapier n'a pas attendu les nouvelles directives qui tombent tous les 2 ans, tous les 3 ans, pour, à ses frais, entamer des actions pour la protection de l'environnement. Alors du coup, elle a obtenu la certification carbone 0, et c'est assez unique, voire en Champagne. Et je propose de voir son dirigeant, il nous explique pourquoi elle a fait ce choix, et pour lui, ça va de soi. Depuis Urville, les Champagnes-Drapier sont expédiés vers 95 destinations. En Norvège, au Japon. Cette réussite, la maison Drapier la doit à la nature, et ce depuis des siècles. Voilà l'escalier qu'utilisait Saint-Bernard au XIIe siècle. En retour, Michel Drapier n'hésite pas à instaurer un état d'esprit. Et la toque, dès que j'ai terminé de passer, hop, voilà. C'est toujours quelques kilowattheures d'économiser. Mais c'est aussi par la technique que la maison Drapier a obtenu la certification carbone 0 depuis janvier et après 18 mois de recherche et d'investissement. Et une grande partie de notre électricité, 45% aujourd'hui, est d'origine solaire. Et on se destine à porter ce pourcentage à 70-75%. Pourquoi pas 100%? Pourquoi pas 110%? Voilà, il faudra quelques années. Donc là, on prépare plutôt notre maison, mes enfants, la génération à venir, à travailler d'une telle façon qu'on sera plus économe en énergie et qu'on sera meilleur pour notre planète. Je pense que ça va être le cas pour tous les citoyens de la planète. Un plan de 5 ans est ici prévu. Nouveaux flacons, voitures électriques, recyclage, plantation, tout est envisagé afin de réduire l'impact carbone. Et pourquoi pas être positif? C'est-à-dire que l'activité du Champagne-Drapier pourrait être un jour générer de l'oxygène et piéger du carbone, ce qui serait encore mieux. Dès à présent, la maison Drapier serait la première certifiée carbone 0. Audemonier, véhicules électriques, mais qu'en est-il exactement? Je crois savoir que les véhicules agricoles, finalement, sont plus stricts dans les normes que les voitures.
Si vous voulez, c'est difficilement comparable, mais les tracteurs agricoles sont soumis à la norme tiers 4 finale. Et à puissance équivalente entre un tracteur et un véhicule, enfin une voiture, c'est le tracteur qui polluera moins. Ok. Et pour bon à savoir. Et pour les enjambeurs électriques chez vous bientôt, ça existe ou pas? Oui, ça existe depuis les premiers sont sortis il y a 3 ans. Il y en a 4 ou 5 qui tournent en Champagne. Et une fois qu'ils seront efficaces, on pourra y passer aussi. Donc vous observez ça de près, vous êtes intéressé. Christian, d'autres découvertes à présent grâce à la rubrique « Comment ça marche ?» Christian, nous allons nous intéresser à une culture d'hiver, l'endive. Alors on va voir surtout qu'il y a plusieurs méthodes pour cultiver l'endive. Elles ont toutes en commun finalement, c'est 3 grandes familles. L'endive est plongée dans le noir, l'endive a besoin de nutriments, d'être nourrie bien sûr, et enfin il est nécessaire de la faire pousser au chaud, ça je ne savais pas. C'est la base et je vous propose de voir à présent plus de détails en images grâce au reportage suivant. Pour cultiver l'endive, il existe 3 méthodes, l'endive de salle, l'endive de terre et l'endive de pleine terre. À la base, on fait tous des endives. En salle, les racines sont repiquées dans des bacs hors sol. C'est ce qu'on retrouve traditionnellement un peu partout en grande distribution. Après, il y a 2 autres types d'endives, alors qui sont presque sensiblement pareils, qui se rapprochent, on va dire, l'endive de terre. Donc là où les racines sont repiquées dans la terre, cette partie-là ne pousse pas dans la terre. Et après, il y a l'endive de pleine terre, comme nous on fait. C'est-à-dire que nous, en plus d'avoir de la terre au niveau des collets, on remet de la terre sur les endives et ces endives-là poussent dans la terre, ce qui donne une endive beaucoup plus croquante et beaucoup plus ferme à manger. Ici au Palais Fermier, à Granges-l'Évêque, l'endive se cultive de décembre à mars, des réceptions des racines. Et après, ensuite, on a notre système de forçage se trouve là, donc dehors, soumis à tous les temps. On met environ 8000 racines dans une fosse. On est en train de changer un peu notre système de repiquage. On est en train d'inaugurer dans des caissettes, des bacs en plastique. Ensuite, sur les racines que vous avez derrière moi, on met un léger voile pour qu'elle soit le plus propre possible, l'endive. Et par-dessus, on remet environ 5 cm de terre, de la terre et de la paille pour faire un isolant. Dans une rotation, ici, 1,5 silo est ramassé chaque semaine. Si les endives industrielles nécessitent 21 jours de culture, ici Damien doit parfois patienter 5 semaines et ouvrir les bacs pour contrôler la pousse. Les racines, une fois repiquées, recachées, elles sont chauffées. On a un système de résistance électrique qui passe sous nos racines. La durée varie en fonction de comment on veut pousser l'endive. Des fois, elle pousse vite, des fois, elle pousse moins vite. Elles sont pas encore bonnes. Elles sont encore pas bonnes à sortir. Elles sont vraiment trop petites. Les endives se touchent pas. On les laisse encore une semaine. On va avoir une endive qui va être encore meilleure. Et c'est à la main qu'elles seront ramassées et nettoyées. C'est des heures et des heures de travail. Et on arrive même à faire redécouvrir l'endive à certaines personnes qui nous disaient de but en blanc, moi l'endive j'aime pas ça, c'est amer, c'est pas croquant, c'est plein de flotte. Et nous, avec notre système d'endive, les gens reviennent en disant bah non, je vais jamais manger les endives en fait. Près de 600 à 800 kg d'endives de pleine terre sont proposés ici chaque semaine. Et si vous voulez découvrir l'endive d'une autre manière, ne manquez pas la prochaine émission de l'Assiette aux Boises où Cyril Micard vous fera découvrir une tarte sucrée aux endives. Je ne vous dis que ça, on a essayé. Avec de l'orange, c'est fabuleux. C'est fabuleux et vous verrez, vous découvrirez l'endive d'une autre manière, vraiment. À présent, on quitte cette culture pour d'autres explications, cette fois-ci sur le champagne, grâce à la rubrique Contre-champ. Et Christian, à propos du champagne, vous avez choisi de nous parler plutôt de la bouteille, enfin de la bouteille plutôt que du breuvage, à consommer avec modération d'ailleurs. Voilà, c'est important à rappeler. Alors la bouteille. La bouteille, bouteille, breuvage, l'un ne va pas sans l'autre et on va s'apercevoir, souvent on pense que c'est qu'une bouteille, c'est juste le flacon, c'est pour faire joli. Elle a énormément d'importance dans le processus. Elle n'a pas cette forme par hasard ? Non, pas seulement la forme, mais là aussi, c'est un contenant qui permet aussi de vinifier. Ça participe à la vinification du champagne. Et on va voir aussi dans ce reportage que parfois, elle a des étapes où elle est bien secouée. C'est l'embouteillage rapide. Et je propose de retourner chez Drapier pour avoir des explications bien plus claires. Encore un nouveau secret dévoilé. Avant de se dévoiler au détour d'une table, ce champagne traverse plusieurs étapes, comme ici, dans ces cuves inox, lors de la fermentation alcoolique. Lorsque les assemblages sont choisis, la saveur du champagne prendra sa plénitude dans la bouteille. Les bouteilles vides arrivent sur la chaîne de tirage. Elles sont vides, on les remplit de vin. Elles sont bouchées et elles vont passer 2, 3, 4, 5, 6 ans en cave. À la fin du vieillissement, elles remontent sur un autre atelier de dégorgement pour être débouchées. On leur enlève
le dépôt de levure qui s'est formé pendant le vieillissement. On ajoute la petite dose de liqueur et on bouche avec le grand bouchon de liège en forme de champignon. Et on met le muselet parce que si on ne met pas le muselet, le bouchon saute. Si l'explication est délivrée avec calme, lors du transfert des cuves aux bouteilles, c'est-à-dire le tirage, c'est déjà l'effervescence. 3 fois dans l'année, en général une en janvier, une avril-mai, oui exactement, et une plutôt juste avant les vendanges. Donc on prend les bouteilles alors à la main ou au dépaletisateur automatique suivant la cuvée. Les bouteilles passent dans ce qu'on appelle la tireuse, qui est chargée de mettre le vin, donc cette adjonction de vin, de levure et de sucre dans la bouteille. Ensuite, on a ce qu'on appelle la biduleuse. On a un bidule, en fait, ça s'appelle un bidule, en matière plastique pour garantir l'étanchéité, et une capsule, la capsuleuse. Alors celle qu'on a vue à proprement parler tourne à 5000 bouteilleurs, sachant qu'ici on utilise des chaînes qui peuvent tourner jusqu'à 8000. Il existe même des chaînes qui tournent à 12 000, une cadence de 12 000 bouteilleurs. Si le bidule a son importance, c'est bien le sucre et la levure qui vont créer en particulier les bulles. Après plusieurs années au calme, ces 1,5 million de bouteilles vont être précisément remuées par des quarts de tour avant une nouvelle chaîne de manipulation, les étapes du dégorgement. La première d'abord, donc on passe les bouteilles tête en bas dans ce qu'on appelle le bac à glace. Les levures sont emprisonnées. De ce fait, on peut retourner la bouteille. L'étape d'après, la bouteille via un convoyeur arrive à ce qu'on appelle la dégorgeuse, qui en fait est une décapsuleuse, qui fait sauter la capsule. La pression du vin pousse le bouchon de glace et le bidule, et on se retrouve avec une bouteille avec un vin clair. Après, l'étape suivante, on arrive dans ce qu'on appelle au dosage. C'est l'étape pendant laquelle on ajoute la liqueur d'expédition, qui va définir la sucrosité du champagne, c'est-à-dire extra brut, demi-sec, sec et doux. Miracle de la technique, c'est aussi lors de cette étape que le bouchon de liège est introduit dans le goulot, bien plus étroit. Là, on est sur des cadences bien inférieures au tirage, puisqu'on est sur des cadences aux alentours de 2500 bouteilleurs. Une cadence plus lente que celle du tirage afin de laisser le temps à la liqueur d'affiner la réalisation du champagne, car cette mécanisation a pour seul but de préserver la méthode champenoise de l'élaboration du roi des vins. Et le geste manuel a été complètement copié. Il est refait avec la même douceur, avec les 45 degrés d'inclinaison pour que la mousse s'échappe gentiment, qu'on élimine le dépôt sans qu'il retourne à l'intérieur. Tout est fait avec beaucoup de précautions, mais avec des machines qui sont assez sophistiquées. Car si en 1950, 30 millions de bouteilles étaient produites, en l'an 2000, le nombre atteint les 300 millions, d'où la nécessité de ces équipements. Cédric Pinsat, on a l'impression que le champagne n'est fait que de tradition, que la bouteille est ancestrale, qu'elle ne bougera pas. Et en fait, on constate que ce monde est en constante évolution et adaptation, même la bouteille. Oui. Alors la bouteille, elle n'a pas changé dans la forme pour la bouteille standard. Par contre, on l'a allégée de 70 grammes. On est passé de 900 à 830 pour améliorer le bilan carbone de la Champagne en général. Parce qu'en volume aussi, ça fait aussi un poids évidemment moins important et c'est aussi une mesure économique. En transport, comme les bouteilles sont plus légères, oui, on économise en transport aussi. Dernier chiffre du champagne en 2015, ils viennent d'être annoncés. Année historique ? Oui, autant qualitativement. Le millésime 2015 est superbe. Les ventes, on a retrouvé notre niveau de 2007 avant la crise des subprimes. Et en chiffre d'affaires, c'est le plus haut gros chiffre d'affaires de la Champagne. Magnifique. Bon, magnifique, je ne sais pas si c'est magnifique. En revanche, encore une question sur le machinisme agricole, Aude-Meunier peut-être. J'ai appris en réalisant les reportages qu'apparemment la hausse des prix du matériel, vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, en fait elle dépasse l'inflation, ça devient assez problématique. Vous confirmez ou pas ? Oui, en effet, il y a toujours cette hausse qu'on est obligé de subir et c'est pour ça que certains se regroupent, mais en effet, je confirme. Même réponse pour le monde viticole ? Oui, même chose. On subit sur les enjambeurs une hausse de 6% par an. Voilà, on sera passé d'optimisme à inquiétude en quelques secondes, mais on va rester sur cette belle annonce. Eh bien, c'était une année record pour le champagne, qui est un produit au bois formidable. Et on reste sur cette idée. Ce sera aussi un peu champagne le mois prochain, puisque nous allons fêter le mois prochain la 100e de Terres et Vignes. Vraiment, venez regarder cette émission sur votre téléviseur parce qu'on va vous proposer une très très belle émission. Vraiment, on s'attend à beaucoup d'invités. J'espère que vous allez nous donner et nous réserver des surprises. Voilà, quelques sujets insolites, mais aussi voir l'importance de l'agriculture ici dans le département. Voilà, c'est souvent un peu oublié par le citadin, mais il y a tout à faire. La 100e de Terres et Vignes, c'est le mois prochain. Au revoir.